tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Parce que j'ai un doute sur la... Hop. J'ai mis un petit bonjour dans le chat. Hop. Alors, bonjour. Alors, a priori, c'est bon. On nous voit, on nous entend. Alors, je me présente. Je suis Géraldine Ratry. Je suis responsable marketing chez QuickMS. Et on est ici avec Nicolas pour vous parler de vos tableaux de bord RH. Nicolas, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour. Moi, je suis Nicolas Stoyanov et je suis le directeur commercial et marketing de QuickMS. Allez, génial. Alors, je vais commencer par vous donner les petites règles du jeu, même si je pense que vous êtes habitués. Donc, vous avez une partie chat. On essaye de prendre les questions au fur et à mesure et d'y répondre. Et si on voit qu'il y a trop de questions, on les reprend à la fin du webinaire. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous parler dans le chat. Je vais faire une petite introduction et présentation de QuickMS en quelques secondes et après je laisse la main à Nicolas pour la présentation. Allez, c'est parti. Je vais diffuser le PowerPoint. Est-ce que vous le voyez bien? Est-ce que c'est bon? Alors moi je le vois bien. Je crois que Nicolas, toi tu le vois. Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, on le voit. Ouais. Allez, c'est parti. Du coup, petite introduction sur QuickMS, qui on est. Alors, QuickMS, c'est une start-up. On a été créé en 2018 avec pour mission de faciliter le quotidien des RH. Et pour ça, du coup, on a deux logiciels. Le premier logiciel qui s'appelle Graphique et qui est une BI RH et qui permet d'automatiser les rapports légaux, notamment la BDESE, l'index homme-femme, le bilan social, mais aussi de générer des rapports comme l'absentéisme, la masse salariale, etc., etc. Et on a un deuxième outil qui s'appelle Crew, et qui permet de digitaliser et automatiser les campagnes d'entretien. C'est aussi un outil qui permet de piloter les objectifs, de générer des enquêtes, etc. Donc, travailler sur tout ce qui est engagement du collaborateur. Aujourd'hui, QuickMS, on a plus de 600 clients de toute taille. Donc voilà pour la petite présentation de QuickMS. Et allez, je te laisse la main. Merci Géraldine. Bon, l'idée, c'est on va passer une demi-heure à peu près ensemble, parler de tableau de bord RH. L'objectif de ce webinaire, c'est de vous donner quelques clés et astuces pour arriver à optimiser vos tableaux de bord si vous en faites, ou sinon parler un peu de mise en place de tableaux de bord. Voilà, ça se veut évidemment pas exhaustif parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais voilà, on va essayer d'être le plus pragmatique possible pour vous donner quelques clés pour mettre en place vos tableaux de bord. Alors avant de voir un petit peu ces différentes astuces, définissons quand même ce que c'est un tableau de bord. Alors, c'est un outil stratégique qui doit vous permettre à la fois d'avoir une vision globale au niveau de votre organisation, une vision globale sur vos données sociales, mais aussi sur des données économiques, pour en faire un outil stratégique. L'idée étant qu'avec cette vision globale, vous puissiez identifier des choses qui vont bien, des choses qui vont moins bien, pour mettre en place des actions qui vont contribuer à améliorer l'efficacité de votre organisation et la performance de votre entreprise. Pour faire ça, il y a normalement un process un petit peu immuable pour mettre en place un tableau de bord ou des indicateurs RH. Et on verra ensuite chacune de ces six étapes, comment on peut les optimiser, qu'est-ce qu'il faut faire pour les faire dans le meilleur des mondes. Évidemment, vous allez d'abord définir les objectifs, desquels vont découler les indicateurs ou les KPI que vous allez mettre en place. Il faudra réfléchir à la représentation de ces données. Quel type de représentation pour qu'elle soit le plus claire et le plus lisible. Vous devez évidemment, avant de le mettre en place, collecter de la donnée, la traiter, la mettre en forme. Vous décidez sur quel type de tableau de bord mettre en place. On verra qu'on va distinguer deux grandes familles de tableaux de bord et évidemment ensuite la communiquer et diffuser auprès du public concerné. Alors lorsqu'on parle d'objectifs de tableau de bord, vous devez d'abord vous poser la question à qui ces indicateurs ou ces tableaux de bord sont destinés, pourquoi faire et à quelle fréquence. C'est un travail à faire au préalable, idéalement avec une équipe pluridisciplinaire qui aura ces tableaux de bord en main, dont ils devront en tirer des éléments. Donc posez-leur concrètement la question, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez avoir. J'ai essayé moi de synthétiser 3 grandes familles, mais encore une fois, ce n'est pas la vérité absolue, ça dépend vraiment de ce que vous allez faire, mais regardons par exemple ce que voudra faire une direction. Pour elle, l'idéal, elle ne va pas rentrer dans le détail de tous les indicateurs, de tous les éléments, mais elle voudra avoir une vision synthétique de la performance de votre entreprise, d'un état.
Elle devra en tirer les tendances. Ce que voudra voir votre direction générale, c'est de voir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Est-ce qu'en continuant ce rythme, on suit la stratégie de l'entreprise ou est-ce qu'à un moment donné, on va en dévier? Et pour pouvoir avoir cette visibilité-là, ils devront avoir des éléments de comparaison. Ça peut être des éléments de comparaison temporaires. Je vais comparer ma masse salariale année N par rapport à l'année N-1, par exemple. Ça peut être des éléments de comparaison par rapport à la moyenne du marché. Est-ce que mon taux d'absentéisme de 4% est conforme à la moyenne de ce qui se pratique dans mon secteur d'activité et dans ma région, ou est-ce que je suis au-dessus ou en dessous? Ou alors comparer par rapport à des données internes, comme comparer l'évolution de votre masse salariale sur les mois, sur l'année, par rapport à l'évolution de votre chiffre d'affaires. Ce sont des éléments très concrets, très factuels, très synthétiques, qu'il faudra leur présenter pour qu'ils puissent à un moment donné avoir une vision globale. Si vous destinez vos tableaux de bord auprès de managers opérationnels, responsable marketing, commercial, d'une équipe de production, service comptable ou financier, vous allez vous retrouver face à des personnes qui ont des objectifs opérationnels. Directeur commercial, c'est mon job, doit rentrer du chiffre d'affaires. Un directeur comptable doit produire le bilan. Directeur de la production doit assurer délivrer la production de la solution de votre produit. Ils ont la tête dans le guidon. Donc, il faut mettre en place des tableaux de bord simples, mais surtout, ils n'iront pas aller voir toutes les semaines ou tous les mois sur la fréquence à laquelle vous diffusez. Donc, vous devez mettre en place des tableaux de bord avec un système d'alerte. Définir avec eux, orienté par vous, des seuils à laquelle un élément ne peut ne plus être acceptable et les alerter. Donc, on va travailler plutôt avec eux sur des tableaux de bord d'alerte et à ce moment-là, leur donner la capacité de rentrer un peu plus loin dans le détail pour analyser le pourquoi il y a une alerte qui se lève. Vous, en tant que responsable ressources humaines, ou en tant que équipe ressources humaines, devez avoir la capacité, en revanche, de répondre à n'importe quelle question de votre public cible, direction manager, pour analyser pourquoi il y a une tendance qui n'est pas la bonne, pourquoi il y a une alerte qui se lève, et être capable d'aller vraiment très 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 dans le détail sur les différents éléments. J'ai une alerte qui s'est levée sur un taux d'absentéisme. Est-ce que c'est identifié sur une catégorie socio-professionnelle? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'il y a un motif d'absentéisme qui est plus prégnant que l'autre pendant cette période, sur cette équipe? Voilà, vous devez être capable, vous, d'avoir du coup les mêmes indicateurs que la direction des managers, mais aller plus finement dans l'analyse pour identifier le pourquoi. Tant qu'il n'y a pas de questions, je continue. Voilà. Une fois que vous avez défini l'objectif, la cible, définir les bons indicateurs. Vous allez avoir sur votre domaine, j'ai mis ici à l'écran 10 grandes familles. Alors évidemment, un indicateur n'a d'utilité que si il permet de mesurer un plan d'action, s'il permet de lutter contre une problématique. Donc vous allez avoir des indicateurs sur la masse salariale, le suivi des effectifs, l'égalité homme-femme, la pyramide des âges, formation, votre turnover, le suivi des entretiens professionnels. Voilà un petit peu les grandes familles que vous allez retrouver. Sauf que, à l'intérieur de chacune des familles, vous allez devoir vous poser la question, quelle est la finalité? Pourquoi est-ce que je veux mesurer la formation? Pourquoi est-ce que je veux mesurer la masse salariale? Qu'est-ce que ça m'amène? Et du coup, décliner ce tableau de bord masse salariale en indicateurs qui vont vous permettre d'en tirer les tendances et d'avoir une analyse. Je reprends l'exemple de la masse salariale. Ce qui va être intéressant de voir pour vous, c'est l'évolution de votre masse salariale dans le temps. Savoir à un instant T que vous avez une masse salariale de 10 millions d'euros, je donne un chiffre au hasard, c'est bien, mais ça vous amène quoi? En revanche, voir que votre masse salariale a évolué sur ces derniers mois, ces dernières années, et que c'est conforme à l'évolution de votre chiffre d'affaires, ok, vous avez une productivité qui est restée stable, c'est bien. Elle a augmenté plus que votre chiffre d'affaires. Peut-être qu'il faut analyser plus loin, ou que votre marge brute, selon l'indicateur de mesure de la performance que vous avez. Elle a baissé alors que le chiffre d'affaires a augmenté. J'ai amélioré ma productivité. Attention, est-ce qu'il ne peut pas y avoir un problème ensuite de bien-être? À vérifier. De la même façon que la formation, si vous mettez en place des indicateurs pour suivre la formation, c'est intéressant de voir que vous avez réalisé tant d'heures de formation, tant de formations différentes, que vous avez 60% de vos collaborateurs qui ont eu au moins une formation sur l'année dernière ou que 95% ont bien assisté à la formation prévue, mais une formation est faite pour faire évoluer les compétences. Donc mettre en lien votre budget formation, l'évolution de votre budget formation avec l'évolution des compétences
acquises en interne par rapport à un référentiel me semble mieux. Ça va vous permettre de voir, est-ce que les formations que j'ai mis en place ont été effectives? Est-ce qu'elles ont servi à quelque chose? Est-ce qu'elles remplissent le but souhaité? C'est la même chose sur l'absentéisme. Est-ce que je veux suivre l'absentéisme d'une façon globale ou plutôt en ratio? Un ratio par rapport à ma standard du marché. Est-ce que je veux suivre le détail par motif de l'évolution? Voilà, sont effectivement tout ça les questions que vous allez devoir vous poser une fois que vous avez vos grandes familles, de savoir c'est combien d'indicateurs de performance de mon entreprise, chiffre d'affaires, marge brute. Je vais mettre la masse salariale en relation avec ça. Qu'est-ce que je veux suivre sur l'absentéisme? C'est quoi le but de la formation? Je veux faire évoluer telle compétence et je mets en rapport mon tableau de bord en suivi du nombre de formations avec l'évolution des compétences de mes différents collaborateurs. Donc, un indicateur sert toujours un objectif. C'est bien un constat, mais le constat ne sert souvent à pas grand-chose. Il sert un objectif et donc souvent il faut le comparer à autre chose. Une fois que vous avez vos grandes familles, votre population, comment est-ce que je vais représenter clairement mes données? Là, on va balayer un petit peu les différents types de représentation graphique que vous pouvez avoir. Quel but ça va chercher? Il y en a évidemment beaucoup d'autres, hein, mais voilà, on va regarder un petit peu comment les différents types d'indicateurs que vous allez pouvoir retrouver. Vous les connaissez tous, hein, mais l'idée c'était de les remettre un petit peu en perspective avec les objectifs qu'ils servent. Le camembert, hein, vous connaissez bien, on présente plutôt des données proportionnelles. Exemple, répartition homme-femme dans un effectif, la répartition d'un votre effectif par catégorie socio-professionnelle, etc., etc. L'idée étant que l'ensemble du camembert fasse 100%, et donc ça vous permet d'avoir un instant T une répartition. Vous ne voyez pas d'évolution, vous n'avez pas de données précises, c'est au global. Voilà la répartition que j'ai sur une donnée. Attention, sur un camembert, n'en mettez pas plus de 5-6. Au-delà, ça devient très difficilement lisible. Deuxième famille, histogramme. On verra après qu'il y en a une autre sur les histogrammes. C'est plutôt une analyse de la répartition des données sur différents groupes. Les différents groupes peuvent être mensuels ou annuels, ou une catégorie socio-professionnelle, un statut. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, mesurer votre nombre d'embauches mensuelles. Vous allez pouvoir, par exemple, et donc voir l'évolution. Vous allez, par exemple, pouvoir voir la répartition de vos effectifs par catégorie socio-professionnelle, de façon un peu plus explicite que sur un camembert. Voilà. Donc, on va mesurer des données sur différents groupes. Histogramme empilé. On va un peu plus loin dans l'analyse. Et là, vous allez avoir une répartition des données, elle-même subdivisée en d'autres groupes. Par exemple, l'évolution de votre masse salariale par type de cotisation. L'évolution de votre masse salariale par service ou par établissement. Ça va vous permettre de voir en un coup d'œil comment va évoluer ma masse salariale et est-ce que cette évolution est plus marquée sur une équipe, un type de cotisation ou un établissement. La représentation en R est un peu la même chose que la représentation en histogramme empilé que vous voyez juste au-dessus. L'avantage que nous avons sur une représentation en R comme vous l'avez là, c'est qu'il est plus facile de voir l'évolution d'un sous-groupe que sur la répartition en histogramme. Vous voyez ici que la partie grise, on voit clairement qu'elle diminue assez fortement ou qu'elle augmente assez fortement et qu'elle pèse un poids très important dans le global. Voilà. Donc c'est une façon de représenter des données comme un histogramme empilé, subdivisées elles-mêmes en différents groupes, mais on voit plus facilement les évolutions et la part de chaque groupe dans le total. La courbe, classique. L'avantage alors une courbe permet de voir plusieurs choses. D'abord, d'afficher de nombreuses données sur une longue période. Vous allez pouvoir, grâce à des courbes, afficher vos données sur plusieurs mois, plusieurs années, et en dégager non seulement une évolution, mais ça vous permet surtout de dégager des tendances. Par exemple, analysez votre masse salariale mensuelle sur ces 3 dernières années. Par exemple, analysez l'évolution de votre masse salariale mensuelle sur ces 3 dernières années par rapport à l'évolution de votre chiffre d'affaires ou de votre marge brute. On en a parlé tout à l'heure. Donc, ça vous permet de voir immédiatement, est-ce qu'il y a une corrélation entre 1, 2, 3 courbes, et surtout, ça vous permet sur un seul graphique de représenter de nombreuses données. Avant-dernier élément, le radar permet surtout de comparer des données, 5-6 maximum là aussi,
par rapport à un résultat attendu ou par rapport à un objectif. Exemple, des compétences acquises versus des compétences attendues. Vous mettez en place sur un poste 6 grandes familles de compétences qu'elles doivent avoir avec le niveau de compétences attendu, dans une échelle de 1 à 10. Vous allez pouvoir mesurer, mettre en place une évaluation des compétences de chacun de vos collaborateurs et indiquer sur le radar, là, comme vous voyez là, en gris, le niveau de compétences attendu, et en bleu, le niveau de compétences réel des équipes. Ça vous permet d'avoir en un coup d'œil les écarts éventuels et décider d'un plan de formation adapté, par exemple. Et dernier élément que nous souhaitons partager, sont des jauges, différentes façons de les présenter. J'ai ici mis différentes jauges linéaires, vous avez des jauges en fonction compteur de voiture, voilà, il existe différentes façons. On est là plutôt sur la mesure de l'atteinte d'un objectif. Voilà. Un objectif commercial, avoir tant de ventes, un objectif d'embauche, parce que vous avez une problématique d'embauche et que c'est un vrai enjeu pour vous. Voilà. Donc l'idée, c'est la jauge, c'est de mesurer vraiment l'atteinte de l'objectif par une barre qui avance ou par un compteur qui va jusque totalement à droite à 100%. Donc voilà un petit peu les différentes façons. Il y en a d'autres, hein, mais on est resté sur les principaux types d'affichage d'indicateurs que vous allez pouvoir mettre en place. Chacun a un objectif différent, et donc une fois que vous avez l'objectif et ce que vous mesurez, bien décider quel indicateur je vais choisir pour suivre et mettre en place différents plans d'action. Quand vous allez décider de mettre en place vos dashboards, ou si vous l'avez déjà fait, là aussi, un petit conseil, attention, limitez-vous un nombre de catégories, ne mesurez pas plus de 8 ou 10 grand maximum catégories différentes. Pour moi, une catégorie, c'est la masse salariale, c'est une catégorie. L'absentéisme est une catégorie. Voilà. Au-delà de 8, 10, c'est déjà bien. C'est compliqué d'avoir des analyses, même des analyses transverses, et arriver à s'y retrouver. Au sein même d'une catégorie, donc d'un tableau de bord ou d'un dashboard, selon comment vous l'appelez, n'affichez pas non plus trop d'indicateurs. On s'est rendu compte aussi d'expérience qu'au-delà de 8, ça devient difficilement lisible. Vous n'arriverez pas à avoir une donnée en un coup d'œil, lire simplement et facilement les données pour les analyser. Donc au maximum 8 à 10 catégories ou dashboards, et à l'intérieur de ces tableaux de bord ou dashboards, maximum 4 à 8 indicateurs. Au-delà, vraiment, ça devient très difficile à lire. Et vous verrez, on verra des exemples après derrière, c'est des choses qui sont plutôt bien et d'autres un peu moins bien, de notre avis en tout cas. Et vous verrez que c'est assez flagrant sur un certain nombre de dashboards. Quand on est au-delà de 8, ça devient très, très difficilement lisible. Pas de questions? Non, il n'y a pas de questions. Tu peux continuer. Vous avez défini, il va falloir collecter et traiter de la donnée. Alors, on va parler un tout petit peu de théorie, enfin, très simplement, mais vous allez collecter la donnée, traiter la donnée, la mettre en forme. Collecter la donnée, vous allez collecter des données brutes. Vous allez vous retrouver avec des bases de données où vous allez avoir ligne à ligne l'ensemble de vos collaborateurs avec des informations sur vos collaborateurs. Ce sont des hommes, des femmes, j'en ai embauché tant, ils sont entrés à telle date, ils ont tel salaire. Voilà. Donc vous allez vous retrouver avec une donnée brute, et de cette donnée, vous allez pouvoir en tirer des informations. Vous allez avoir par exemple un tableau brut avec le nombre d'hommes, la liste individuelle des hommes que vous avez embauchés, vous en avez embauché 50 sur l'année, et le nombre de femmes que vous avez embauchées, vous en avez embauché 30. Vous allez en tirer une information. Vous avez un turnover, par nombre de femmes par rapport à votre total d'effectifs. Vous avez un turnover chez les hommes de 10% et un turnover chez les femmes de 15%. Ça, c'est une information. De ça, vous devez en tirer ce qu'on va appeler donc une connaissance. C'est cette connaissance-là qui doit être analysée pour mettre en place un plan d'action. Vous constatez que votre turnover a 5 points d'écart par rapport aux hommes. Et c'est ça qui est important de mesurer. Ce sont ces 5 points. Et c'est là où vous allez mettre en place, du coup, cette connaissance-là va vous permettre de mettre en place, d'affiner votre analyse et de mettre en place un éventuel plan d'action. Je schématise, j'ai essayé de prendre un exemple très simple, mais ça fonctionne vraiment sur tout. Si on part de la masse salariale, vous allez vous retrouver avec une base de données brute avec l'ensemble de vos collaborateurs et leur rémunération. Vous allez avoir une courbe
et vous allez constater que, avoir donc l'information que votre masse salariale a augmenté sur le dernier trimestre 2023, que votre chiffre d'affaires est resté stable. La connaissance, c'est que le poids masse salariale sur le chiffre d'affaires a augmenté de 5 points. Et ça, c'est la connaissance. Et ça vous permet de dire, oui, là, il y a un problème. Ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, ça mérite votre attention. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous allez... C'est un peu théorique, je me rends bien compte, mais c'est comme ça que quand vous construisez vos indicateurs, vous devez raisonner. L'information en découle des connaissances, et ces connaissances, on va comparer deux choses par rapport à un standard. On va, par rapport à une année précédente, par rapport à un résultat attendu, par rapport à une autre population. Je compare mon turnover entre les cadres et les non-cadres. Voilà. Et cette connaissance-là doit vous permettre du coup d'identifier ou de vous dire, oui, ça mérite mon attention. Il y a un problème ou pas, on ne sait pas, peu importe, mais ça mérite mon attention. Et une fois que vous avez ça, vous devez décider quel type de tableau de bord décisionnel vous allez mettre en place. 2 types de tableau de bord décisionnel. Je schématise là aussi, un tableau de bord qui vous permet d'analyser en long cours le résultat d'un plan d'action. Par exemple, vous avez une problématique d'absentéisme et vous souhaitez baisser votre taux d'absentéisme de 2% sur une année. Vous allez mettre donc en place tous les mois un tableau de bord qui va mesurer votre taux d'absentéisme au global et ensuite par catégorie socio-professionnelle, par genre, par statut, par catégorie, par service, par établissement, peu importe comment. Et ça va vous permettre de voir tous les mois, est-ce que mon objectif global, je m'en rapproche de le baisser de 2%, donc je compare le mois 1 par rapport au mois 2, et est-ce qu'au sein des mêmes catégories que j'avais identifiées comme problématiques, je m'en rapproche également. Donc j'ai un tableau de bord d'analyse au long cours, un tableau de bord décisionnel, mais qui me permet de voir, d'analyser le résultat d'un plan d'action. Et vous avez ensuite un tableau de bord d'alerte, où là vous allez vous fixer un seuil à atteindre et une alerte quand ce seuil est atteint, dépassé ou pas atteint, selon la temporalité. Donc vous avez votre cible, manager, direction, vous avez identifié le mode de calcul de chaque catégorie, parce que ça répond à une problématique, parce que ça répond à un objectif ou une volonté de pilotage. Vous avez identifié le mode d'affichage de chaque indicateur avec son mode de calcul. Vous avez votre donnée, et vous savez quelle connaissance vous voulez en tirer, je veux mesurer tel écart. Vous allez le produire et décider, j'ai un tableau de bord d'analyse et un tableau de bord d'alerte. Et là, vous pouvez commencer à mettre en place vos tableaux de bord et les diffuser. Juste, je te coupe la parole avant que tu passes à la section d'après. C'est juste, on avait une question, c'est quel outil de présentation nous montrez-vous? J'ai répondu dans le chat, donc c'est graphique, notre BIRH, en fait, c'est les tableaux que vous avez vus précédemment, c'est les tableaux de graphique. Voilà. Je vous montrerai après, je vous ferai rapidement, parce que je voudrais prendre un exemple sur graphique, juste sur un tableau de bord que j'ai mis en place avec 4 indicateurs pour vous montrer un peu ce qu'on peut en tirer. Donc, voilà un petit peu comment, un peu les process et comment vous devez, le mode opératoire, entre guillemets, pour optimiser la lecture de vos tableaux de bord et avoir des tableaux de bord, nous semble-t-il en tout cas, très modestement efficaces et opérationnels. Ce que je vous propose, c'est de regarder différents tableaux de bord, des exemples, et vous nous disiez juste dans le chat si ça vous va, ce que vous en pensez. Est-ce qu'ils vous paraissent lisibles? Est-ce qu'ils vous paraissent clairs? Est-ce qu'il y a des éléments qui vous manquent? Voilà. Ils ont tous, on va voir 4-5 exemples, voilà, ils ont tous des choses bien et des choses moins bien, mais voilà, n'hésitez pas à nous dire, et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous paraît clair, lisible? Est-ce que vous arrivez à lire les données? Est-ce que vous pouvez en tirer quelque chose? Voilà. Est-ce que, voilà, dans le chat, n'hésitez pas. Sinon, moi, je vais avancer. Je vais vous livrer, moi, mon avis là-dessus. Mais voilà, n'hésitez pas. J'attends encore quelques secondes si les gens veulent bien, si vous voulez bien mettre un petit commentaire de ce que vous en pensez. Non, pas de volontaire, et bien c'est pas grave. Je vais y aller, moi. Alors, moi, ce tableau de bord, moi, me paraît plutôt lisible. On a 5 indicateurs, chacun sur une représentation assez précise, avec des données clairement représentées. J'arrive à voir, j'ai un tableau de bord sur les effectifs, j'arrive à voir la répartition
par classe, par genre. Je le vois assez facilement. En revanche, ce que je n'arrive pas à savoir, c'est quelle période. Voilà. De quand on parle de quoi? 2023, 2022, du dernier mois, du dernier trimestre, je ne sais pas. Donc je ne sais pas quelle est la temporalité en fait de ce tableau de bord là. Donc là, ça me manque là, de me dire, ok, j'ai un instant T, effectivement, la répartition des effectifs, enfin, mais quoi, c'est le cumul sur l'année, c'est le dernier mois. Voilà. Donc ça manque clairement ici dans ce tableau de bord là. Deuxième, c'est on a le calcul des effectifs, mais c'est quoi le mode de calcul? Ce sont les ETP, ce sont les présents, contrats, présents fin de mois, voilà. Et, voilà. Donc, voilà. Ça manque aussi. Donc c'est extrêmement important quand vous mettez en place un tableau de bord, la temporalité, quelle est la période concernée, et surtout comment ça a été calculé, parce que vos interlocuteurs vont de toute façon vous le demander. Votre public cible vous demandera à un moment donné, sur les calculs des effectifs, c'est quoi? C'est ETP, c'est contrat, présent fin de mois. Voilà. Donc indiquez-le, mettez-le. Voilà le mode de calcul, de façon très simple. Voilà. Donc premier exemple. Deuxième exemple. 2 secondes aussi là, hein, si vous voulez bien mettre, dire de prime abord, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il est lisible pour vous? Vous en tirez quelque chose? Est-ce qu'il est intéressant pour vous? Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'il y a des informations qui ressortent? Voilà, n'hésitez pas, allez un petit peu d'aide. Voilà. Voilà, trop fourni, je vois, ouais, peu lisible, trop d'informations. Ouais. Ouais. Alors je suis d'accord, hein, voilà, il y a pas mal d'informations, et encore on va en voir pire après. Il y a des choses qui sont intéressantes dans ce tableau de bord. C'est une analyse sur les effectifs, mais assez complet. Hein. Vous avez ici en haut à gauche le nombre de personnes totales, 259, et ça a été subdivisé. L'évolution par année et en cumul. On a l'évolution, les effectifs par tranche d'âge et par genre, la pyramide des âges, les effectifs par statut. Donc c'est intéressant d'avoir sur un même tableau de bord le nombre de personnes, l'effectif global, et la subdivision par effectif, par tranche d'âge, par catégorie. On peut un peu analyser des choses. En revanche, vous l'avez tous dit, effectivement, c'est très peu lisible. Les données ne ressortent pas très bien. Donc attention effectivement à cette représentation. Il vaut mieux que vous mettiez, si l'ensemble des indicateurs vous semble important, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là en fait, hein, il y en a 6, c'est pas énorme. Mais s'il vous semble important, mettez-les sur 2 pages ou sur 3 pages, peu importe. Mais attention à la lisibilité quand vous les envoyez. Lorsque la personne, un de vos interlocuteurs va les ouvrir, tac, attention, il faut qu'il ait envie de les lire. Oui, effectivement, il y a la temporalité, c'est intéressant de voir. Je vois effectivement qu'à gauche, on voit bien quelle est la période concernée. En revanche, quand je creuse un peu, mais vous ne voyez peut-être pas très bien à l'écran, les calculs sont incohérents. Vous avez ici un effectif de 159 salariés. Là, ici, on met 255. Vous n'allez pas le faire là, mais si vous faites le total des effectifs par ancienneté par genre, vous ne tombez pas non plus sur 259. Vraiment, là, c'est rédhibitoire. Vous ne pouvez pas présenter un tableau de bord, encore plus à votre direction, si vous avez des incohérences. Croyez-moi, mon expérience, ça m'est arrivé. Et dans les 10 minutes qui suivent, je me suis fait renvoyer par mail, dire tableau faux, merci de refaire. C'était pas exprimé comme ça, mais en gros, c'est ce que ça voulait dire. Donc, contrôlez la cohérence de votre calcul. Pour ça, quand vous faites ce type de calcul-là, faites attention d'avoir qu'une seule source de données. Voilà. Si vous n'avez qu'une seule source de données, évitez de croiser plusieurs données, même si parfois vous allez être obligé de le faire. Voilà. Attention à la cohérence des calculs. Là, c'est bien la temporalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on affine notre analyse sur les effectifs et j'ai une répartition des effectifs par genre, par statut. Attention à la cohérence. Attention, c'est peu lisible. Et là, je vais vous en présenter un autre. Et là, vous allez me dire, je vais vous dire, moi, c'est la cata. Voilà, on est dans un tableau qui est carrément illisible. Voilà. On est trop, donc. Attention à l'excès. Pardon, j'ai avancé trop vite. Attention à l'excès de données. Hein. Je vous ai mis 2 exemples ici, là, en haut à gauche, un tableau de bord complet avec beaucoup de données. Il y en a beaucoup trop. C'est vraiment pas lisible. Je ne sais même pas ce qu'on peut en tirer. Et en bas à droite, c'est un histogramme empilé avec voilà, le suivi des effectifs payés par société. C'est trop. Voilà.
En toute transparence, ça c'est en bas à droite, c'est un tableau de bord qui a été sorti de notre outil pour nos clients qui a beaucoup de sociétés. Dans ce cas-là, ce type d'indicateur, il faut le subdiviser en 2, en 3, en 4, en 5, selon voilà. Mais c'est illisible. Attention, donc quand vous mettez en place des tableaux de bord, à l'excès, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez, 8 indicateurs grand maximum, et ils doivent être lisibles. Donc, faites le test quand vous les affichez sur votre écran d'ordinateur, ou quand vous les imprimez, si jamais ces tableaux de bord sont imprimés. Est-ce que quand je les vois en un coup d'œil, j'ai envie d'aller plus loin? Et est-ce qu'ils sont lisibles? N'hésitez pas à les envoyer à un novice, à un candide, pour qu'il vous fasse aussi son retour. C'est souvent intéressant d'avoir le feedback de quelqu'un qui n'est pas forcément dans le métier. Est-ce qu'il comprend l'information qu'on est en train de lui délivrer? S'il la comprend et s'il a envie d'aller plus loin, vous avez tout gagné. Je vais continuer assez rapidement sur un tableau de bord qui a été produit par notre solution graphique, avec des trucs qui sont plutôt bien et un peu moins bien. Alors, en toute modestie, mais on ne fait pas tout très bien. Hein, donc là-dessus, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, j'ai un tableau de bord sur les effectifs par genre qui est plutôt clair. J'ai 4 indicateurs maximum avec une pyramide à gauche. À droite, l'évolution. Donc, j'ai non seulement un constat à date, mais j'ai aussi des tendances qui peuvent se dégager avec une évolution. Et j'ai le global ici en gauche avec un camembert. Ce que vous ne voyez pas là, mais on le verra après dans l'application, on peut voir la temporalité. Il y a un système des filtres ici en haut qui me permet de voir la temporalité, voir quelle est la période sélectionnée, mais aussi quelle société est concernée. J'ai donc un état à date, j'ai l'évolution, 4 indicateurs maximum, c'est plutôt lisible. Mais, il y a un mais, 2 choses. La première, la pyramide des âges ici, une granularité extrêmement forte. Voilà. Est-ce que c'est lisible? Est-ce que ça a un intérêt d'avoir autant de granularité sur des tranches d'âge? Je ne suis pas sûr. Donc on l'a fait, c'est un de nos clients. Hein. Voilà. Donc, attention là aussi, quand vous analysez des tranches, quand vous mettez en place des tableaux de bord ou des indicateurs sur des tranches, qu'elles soient représentatives, mais aussi derrière lisibles. C'est bien d'avoir des tranches d'âge avec un pas de 2 ans ou 3 ans. À quoi ça sert? Si c'est pas lisible, ça n'a pas un grand intérêt. Voilà. Donc attention à ça. Deuxième mais, c'est la représentation en 3D. Représentation des indicateurs en 3D, attention, c'était à la mode dans les années 2000, hein, pour ceux qui l'ont connu lorsque le premier iPhone est sorti, l'interface d'iOS était en 3D, c'était vraiment à la mode. Et ensuite, on a basculé ce qu'on appelle le flat design dans les années 2010, parce qu'on se rend compte que c'est beaucoup plus lisible. Et vous voyez ici à l'écran, vous avez à gauche et à droite exactement les mêmes indicateurs, exactement les mêmes données. À gauche, flat, donc à plat, design à plat. À droite, des indicateurs plutôt en 3D. On le voit assez simplement, enfin en tout cas je trouve moi que voilà, les indicateurs sont plus lisibles sur du flat design. Voilà un petit peu ce qu'on voulait vous présenter sur les indicateurs. Je vais vous partager en 2 secondes, en fait, vraiment très rapidement. Est-ce que tu pourras accepter, Géraldine? Voilà, donc la solution qui m'a servi à faire pas mal d'indicateurs tableau de bord. Donc c'est notre solution graphique, mais je vous prends vraiment 2 minutes pour vous montrer un peu comment ça peut fonctionner. C'est un logiciel qui est vraiment spécialisé sur la BI-RH. On intègre vos bases de données brutes, soit de la paye via la DSN, soit le journal de paye complet, vos données brutes, formation, entretien, et on vous met à disposition plus de 2000 indicateurs déjà précalculés, préformatés, des tableaux de bord, mais vous pouvez les personnaliser. On vous calcule automatiquement votre index, femme-homme, votre BDESE automatisé à 90%, votre bilan social, etc. Donc juste un exemple ici sur un tableau de bord suivi masse salariale que j'ai construit. Alors, je suis désolé, je suis un enfant des années 2000, mais j'ai mis un élément 3D. J'aurais pas dû. Voilà. Géraldine m'a fait la remarque tout à l'heure. Bien, t'as mis en 3D, c'est pas bien. Et elle a raison. J'aurais dû le mettre en aplat. Mais néanmoins, ce qui peut être intéressant, c'est j'ai ici un tableau de bord sur la masse salariale avec la masse salariale cumulée. J'ai l'évolution de la masse salariale au global, mais par société, par établissement, pardon. Je pilote 3 établissements et j'ai une visibilité de la masse salariale mensuelle de chaque établissement. Si je veux faire un focus que sur un établissement, je peux le décocher. Et là, j'ai l'évolution que de l'établissement de Saint-Tropez, l'évolution que de l'établissement de Nice, ou que de Menton, mais je peux avoir les deux. Je sais que je suis sur la période 2023, mais je peux aussi faire un focus sur un mois, un semestre, voire comparer différentes années.
J'ai ici en bas l'évolution de la masse salariale par type de contrat, CDI, CDD, stagiaire. Et j'ai la répartition de la masse salariale homme-femme. Je veux aller plus loin, je veux savoir qui sont ces CDI qui sont présents en 2023, je clique et j'ai la liste des salariés qui va apparaître en dessous, que je vais pouvoir exporter en Excel. Alors j'ai un petit problème de réseau ce matin, puisqu'il y a des travaux dans ma rue. Ça va s'afficher, mais normalement vous avez en bas la liste des salariés qui s'affiche, et je peux l'exporter en Excel pour faire une analyse. Voilà. Donc j'ai différents filtres qui me permettent de filtrer par type de contrat, par catégorie, par statut, la période, les sociétés, mais beaucoup d'autres. Et vous disposez ainsi dans cette solution de tableaux de bord sur la masse salariale, l'absentéisme, le turnover, les entrées, les sorties, votre formation, les entretiens réalisés, etc., selon différents modes de représentation, 2200 indicateurs pour être tout à fait précis, que vous pouvez piocher pour construire vos tableaux de bord. On a déjà des tableaux de bord préformatés. Ça, c'est un tableau de bord masse salariale préformaté qu'on met à disposition de nos clients. Vous chargez vos DSN prioritairement et l'ensemble des indicateurs se mettent à jour. Et vous pouvez très simplement partager ce tableau de bord, soit l'envoyer par PDF à les personnes concernées, soit leur donner un accès en lecture seule à ce tableau de bord-là. Vous pouvez même déterminer des tableaux de bord pour vos équipes et donner accès aux responsables de l'équipe 1 ou 2, aux responsables marketing, aux responsables de la production, à ce même tableau de bord, mais uniquement les données de son équipe. Vous avez le mode de calcul de chaque indicateur, donc votre responsable d'équipe verra comment ça a été calculé, vous évitera de poser des questions. Voilà un petit peu ce que nous voulons vous montrer aujourd'hui. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, c'est avec grand plaisir. Voilà. Donc Nathalie, je réponds. Non, effectivement, c'est pas un tableau de bord qui a été construit sur Excel ou Power BI, c'est notre solution qui s'appelle Graphique, qui permet d'automatiser les tableaux de bord RH en intégrant les DSN prioritairement, mais aussi toute autre source. Et le tableau de bord que je vous ai montré, c'est pas du Power BI, c'est pas du Graphique, c'est pas de l'Excel, c'est notre solution Graphique. 600 clients aujourd'hui qui utilisent Graphique, toute taille, de 50 à 80 000 salariés, notre plus gros client a 80 000 salariés. On produit pour ce client d'ailleurs plus de 700 BDESE par an, en quasiment automatique, parce qu'il a plus de 700 CSE. Et il fait tout son pilotage RH à destination de ses différentes agences, filiales et équipes avec cette solution. Donc voilà. Si ça, n'hésitez pas, moi je serai avec grand plaisir d'échanger, même sur vous, si vous avez des problématiques de mise en place d'indicateurs de tableau de bord. C'est avec très grand plaisir que nous échangeons avec vous. Si vous voulez aller plus loin sur notre solution graphique pour la connaître un peu mieux, avec grand plaisir, je vous réalise une démonstration. Ça ne coûte rien, mais ça vous donne des idées aussi. Voilà, moi je suis à votre disposition, Géraldine aussi. J'espère que ce webinaire vous a plu. J'espère qu'il vous a apporté un petit plus, une petite connaissance en plus, ou une méthodologie en plus. En tout cas, c'était le but, que vous ayez en tête une méthodologie et les bonnes pratiques pour mettre en place des indicateurs et des tableaux de bord. Floriane, alors on va vous mettre à disposition dans le chat effectivement un lien. Voilà, Géraldine vous a mis un lien, Calendly, sur lequel vous pouvez nous contacter. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Monique, alors oui, ça peut être avec une structure de 25 personnes. Notre plus petit client fait un peu moins de 50 salariés. Donc oui, ça va être avec une structure de 25 personnes, évidemment. Après, c'est une question de budget et de coût, mais voilà, on en discute avec grand plaisir, Monique, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous et on en parlera. Pour être tout à fait honnête et transparent, en dessous de 50, souvent nos clients font leur tableau de bord en Excel, mais c'est tout à fait possible. On a des clients de moins de 50 qui le font aussi avec cette solution graphique. Voilà. Je vais me permettre de mettre dans le chat aussi un emplacement sur notre site internet, en fait, une page web dans laquelle il y a des modèles de tableaux de bord. Donc, je vous mets la page internet sur le site. Voilà. Donc oui, effectivement, n'hésitez pas à vous inscrire. On réalise beaucoup de contenu à votre site. Vous avez un blog assez riche sur le pilotage RH, sur les obligations légales, le management. Avec une deuxième solution Crew, on est très, très, très axé également sur le management. On organise beaucoup de webinaires, notamment webinaires sur l'actualité sociale, avec un cabinet d'avocats spécialisé en droit social qui s'appelle Capstan. Voilà, tous les 15 jours. Toutes les semaines, il y a l'actu sociale le vendredi qui est envoyé avec l'actualité sociale de la semaine. Et un webinaire, donc tous les 15 jours, tu m'arrêtes si je dis une bêtise. C'est ça. Voilà, où on va décortiquer l'actualité sociale, donc extrêmement intéressant aussi pour vous. Voilà. Donc, oui, vous recevrez tous la présentation ensuite par email sans aucun problème. Voilà.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner une note à ce webinaire. Ça nous permet, nous aussi, de nous améliorer, de progresser. Et Géraldine et moi sommes à votre disposition. Merci beaucoup à tous. Je vous souhaite une Merci bonne journée. beaucoup. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.